I am former three-time WWE World Tag Team Champion and member of La Resistance, Robert Conway, and you are listening to Wrestles Radio. C'est Wrestles Radio, spécial Impact Wrestles avec Vince. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impact Wrestles, l'émission sur la TNA. Alors oui, on n'en fait pas souvent parce qu'il n'y a pas souvent des gros shows de la TNA, mais on est présent pour les débuts de la TNA sur Pop TV et je suis accompagné ce soir du salopard qui n'est pas dans un film de Tarantino en ce début d'année, Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent, oui, que serait un podcast TNA sans ma présence en même temps, hein. Normal que je suis présent. Notre expert TNA. Sans Allez, on va quoi, dire ça. Il n'y a pas d'émission. C'est ça. Et accompagné de Sébastien, j'ai le Nelson Montfort de Wrestles Radio. Il a montré qu'il était bilingue lors de l'interview de Rob Conway, c'est Rousty. Bonjour Rousty. Oui, non mais... En effet, ouais, c'est bien moi. Ouais, salut à tout le monde. Oui, effectivement. Je crois que vous allez souhaiter ne jamais entendre parler anglais pendant bien longtemps, surtout de ma part. Hein. Mais bon. Au moins, c'est Et vous venez d'entendre l'imitation la plus pourrie de Nelson Montfort. Même Gérald Down ne pouvait pas faire ça. Aussi, oui. Alors pour ce programme TNA, c'est simple, on va parler de la TNA qui a fait ses débuts mardi dernier sur Pop TV, une chaîne du câble américain. Mais avant de faire la review de ce premier show de la TNA sur Pop, on va faire un petit bilan de l'année 2015, parce que c'est le premier Impact Wrestles de l'année 2016 et le dernier Impact Wrestles de 2015 date quand même de Bound for Glory d'octobre. Donc Sébastien, qu'est-ce que tu retiens de l'année 2015 du côté TNA? Ce qu'on va retenir de cette année, c'est quand même négatif, je pense. Le passage sur Destination America a été globalement raté. Ne serait-ce qu'en chiffres du nombre de personnes qui regardaient le produit, ça a été divisé par plus de 2 quand même. Donc c'est quand même assez conséquent. Après la qualité du show en tant que tel sur l'année 2015 n'est pas horrible. Hein. J'entendais beaucoup critiquer le produit et non pas à juste titre, puisque le produit était finalement pas si dégueulasse que ça, sachant qu'il était pour la plupart enregistré des mois à l'avance. Hein. Je parle bien de mois et non pas de semaines. Les shows ont été quand même assez innovants. Je parlais par exemple du World Title Series qui était un projet très innovant et qui a vraiment rendu un côté sportif finalement à la TNA qui était assez plaisant à suivre. Moi j'ai beaucoup aimé ce tournoi qui s'est déroulé sur plusieurs mois aussi, donc ça c'était un bon point. Après, plus individuellement, je retiens l'année de EC3 qui a vraiment confirmé tout ce qu'on pensait de lui l'année précédente. Il a vraiment confirmé, il est devenu champion du monde et vraiment, je pense que sa place dans le main event est incontestable et incontestée. Tu parlais de chiffres qui ont été divisés par 2 parce qu'il faut savoir que quand la TNA était sur Spike, ça faisait à peu près 1 million de téléspectateurs, alors que sur Destination America, ça faisait environ 400 000 téléspectateurs. Est-ce que tu es plutôt en désaccord avec Sébastien ou plutôt d'accord avec Sébastien sur cette année 2015 pour la TNA aussi? Oui, globalement d'accord, quand même. C'est vrai que j'allais dire aussi qu'Ici Free, c'était son année. Je pensais pas du tout qu'il allait se révéler autant, mais ça a été le cas. Et en plus, il est toujours invaincu, il a toujours pas pris de tombée ni de soumission. C'est vrai que je relève aussi comme lui les World Title Series, même si j'ai pas vraiment vu, mais c'est vrai que j'ai trouvé intéressant et plutôt révolutionnaire entre guillemets le fait de faire affronter à haut niveau des hommes et des femmes. Je pense notamment à Gail Kim et Awesome Kong. C'est quelque chose qu'on voit parfois sur circuit indépendant, mais à la TNA c'est rarissime, même si on a déjà vu Brooke contre Robbie notamment. Ouais, c'était déjà pas mal cette idée. Et puis je retiens aussi notre point, c'est l'association ratée avec la Global Force Wrestling de Jeff Jarrett.
Il y a eu une tentative de buzz, on s'en souvient, ça a beaucoup parlé de faire exploser Internet et puis ça a fait un flop. C'est dommage parce qu'il y avait quand même quelques bons potentiels comme PJ Black, l'ancien Justin Gabriel, Chris Masters, le copain de Seb, je sais qu'il l'aime pas trop, c'est pour ça. Et on l'a eu en interview d'ailleurs, Chris Masters. Ça aurait pu donner du bon, hein, certains échanges comme ça, mais ça n'a pas réussi sur la longueur à le faire. Et puis c'est l'exemple de la TNA, je trouve, en cette année 2015, qui n'a pas réussi à solidifier suffisamment son produit. Et puis, ouais, Destination America, c'était pas une bonne vitrine parce que forcément Spike TV, ils ont aussi la MMA. Donc du coup, c'était plus orienté vers des sports de combat, alors que Destination America, c'est la pêche, c'est la chasse, c'est rien à voir, quoi. Oui, c'est plus une chaîne comme RMC Découverte, quoi. Ouais, complètement. Donc, tu mets du catch, là, forcément, ça risque pas de révolutionner l'antenne. Puis il faut dire aussi que la chaîne avait quand même tenté de modifier les horaires. Je crois qu'au début c'était le vendredi, puis ils sont passés au mercredi. Finalement, ça n'a pas amélioré les audiences. Et puis il y avait aussi la Ring of Honor qui était diffusée juste avant la TNA, et ça faisait pas forcément, ça n'a pas créé un élan d'audience pour la TNA. Et pour revenir sur la Global Force, ça a beaucoup fait parler au niveau des sites internet. Mais les fans, globalement, s'en foutaient, quoi, parce que la Global Force, comme ils n'ont pas de show télé pour l'instant, c'est une promotion qui fait des shows, mais qu'aux États-Unis, donc au niveau international, enfin, pour l'instant, ça n'intéresse pas grand monde. Je corrige juste en disant qu'ils ont fait quand même un petit week-end de choix en Angleterre, en fin d'année. Oui, mais je sais pas, quand je dis au niveau international, c'est plus au niveau de la réputation, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Ok. Voilà. Affaire. Mais c'était intéressant quand même. Merci Bruce. Est-ce qu'on a fini sur ce bilan 2015 à TNA? On peut passer au show, messieurs? Oui, monsieur. C'est parti. Ah bah c'est parti. Donc je précise quand même qu'on va pas faire le show dans l'ordre, on va plus faire dans, on va dire dans l'ordre d'importance plutôt que dans l'ordre chronologique des matchs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode d'Impact sur Pop TV en général? Je vais commencer par Brucey. Finalement, rien de révolutionnaire, quand même plus long que d'habitude, parce que ça a duré 1h40 sans les pubs, alors que d'habitude c'est plutôt 1h20, 1h25, bon 1h30 maximum, donc c'était quand même limite le plus long depuis, bien longtemps. Mais sinon, rien de révolutionnaire, hein, c'est toujours très segmenté, il y a toujours les petits trucs, bon en revanche, les trucs backstage, ça va rien du tout, hein, en l'occurrence. D'habitude, ils s'y attardent un peu plus, mais là ça servait à rien la plupart du temps. Sinon, c'était une constitution normale, rien de révolutionnaire. Moi, ce qui m'a surtout emmerdé, c'était les pancartes pop, là, brandies dans le public. Ça me fait chier, c'est tout. C'était pour le principe. Mais d'ailleurs, moi, ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a marqué, c'est que au niveau du fait que ça a toujours pas changé la TNA, c'est que déjà il y a toujours les segments en coulisses où la caméra est cachée derrière la porte, alors que tu sais bien que c'est un produit télé, donc forcément qu'il y a des caméras. Donc c'est pas très crédible au niveau d'un segment. Était très bien fait. Ça disait que la TNA c'était que tous les gars étaient là pour du sport. Et d'ailleurs, t'as un segment de 10 minutes avec Dixie Carter et tous les challengers pour le titre polo. Donc c'était pas très logique au niveau du produit, quoi. Sébastien. Ouais, je suis d'accord sur ce point. Hein. Je pense pas qu'on avait vraiment envie de redémarrer ce nouveau run TNA par le visage de Dixie Carter dans la première minute du show. Surtout par un segment, quoi. Ils auraient mis un match d'entrée plutôt. Après, ils ont voulu quand même mettre en avant le tournoi, les deux demi-finales. Finalement, ça a servi à ça. Mais bon, oui, c'est vrai que c'était pas la manière la plus originale de débuter. Pour revenir rapidement sur Destination America, ils avaient trouvé quelque chose d'original pour débuter. Il y avait une grosse bagarre avec l'ensemble du roster qui était filmé de manière assez innovante. D'ailleurs, j'ai trouvé. Donc, ça aurait pu être un truc, quelque chose comme ça, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Là, dommage, ça n'a pas été le cas. Après, moi, comme Brucey, j'ai pas trouvé l'ensemble du show très révolutionnaire. C'est finalement assez dans une certaine continuité. Il n'y a pas de folie. J'ai bien aimé par contre le stage, le nouveau stage qui est quand même assez sobre, mais plutôt joli quand même. Oui, un genre de super grand écran. C'est vrai que pour enfin, la TNA c'est pas une promotion indépendante, mais disons que ça rejoint plus la 2E que les promotions indépendantes, quoi. Ouais, c'est sûr. Et après, je voulais aussi voir un petit peu le taux de remplissage de la salle. Bon, après, on ne sait pas combien de personnes ont payé leur ticket. C'est toujours le problème avec la TNA. Et il y a beaucoup de places gratuites pour remplir les gradins. Bon, ça semblait être relativement rempli. Bon, ça représente quoi? Un millier de personnes, je pense, pas plus. Oh, beaucoup moins, je pense.
Enfin, je me trompe peut-être, hein, parce qu'on voit pas les spectateurs derrière la caméra, mais je trouve que c'est à peu près équivalent à ce qu'on pouvait avoir à Orlando au studio Universal. Bon, du coup, on va passer au match. On va prendre en premier match, le match Bobby Roode contre Bram. Donc, c'était un open challenge. C'est Bram qui a répondu au défi de Bobby Roode. On s'attendait peut-être à quelqu'un d'autre et finalement, c'était un catcheur de la TNA sous contrat. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, messieurs, en commençant par l'Alsacien Seb? Ah, le match est totalement oubliable, hein. Il est très court. D'ailleurs, il dure, si j'ai la durée sous les yeux, il dure 4 minutes 20 secondes. Ah, voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire spécifiquement sur le match. Peut-être extrapoler, ouais, moi, une feud entre les deux sur le long terme, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Bram Bobby Roode, on n'a pas souvent eu des affiches. Je sais pas si c'est la première fois ou pas qu'ils se sont affrontés. En tout cas, j'ai pas beaucoup de souvenirs de les avoir vus ensemble dans le ring, mais sur le long terme, pourquoi pas. Après, là, sur ce soir-là, c'était totalement oubliable. Et dans un premier temps, tu ressens surtout de la frustration quand tu entends qu'il y a un Open Challenge qui a été lancé par Bobby Roode et qui précisait bien dans un segment que tu pouvais avoir un catcheur de n'importe quelle fédération et finalement tu te retrouves avec Bram. Et heureusement finalement qu'il y a l'après-match avec James Storm qui fait son apparition à la surprise du général. Ça, c'était un bon moment, je pense, pour les fans nostalgiques de la TNA, comme nous qui suivent depuis plusieurs années. Revoir Beer Money ensemble, ça fait plaisir. D'ailleurs, petit botch de la production qui, quand Bobby Roode a gagné, au lieu de lancer sa musique, ils ont lancé la musique de Beer Money. Du coup, quand Eric Young est venu attaquer Bobby Roode, on se doutait bien que James Storm allait débarquer. Brucey. Ouais, c'est vrai que l'intérêt, il était dans l'après-match, effectivement. Après le match, c'est quand même assez rigolo, quelque part, de voir Bram répondre à l'Open Challenge, quand on sait qu'en 2015, il en lançait beaucoup d'Open Challenge. C'était son truc. Donc ça c'est marrant. Mais bon, après, ouais, c'était un petit brawl. C'est là qu'on voit que rien n'a changé à TNA, parce que c'est leur spécialité aussi de faire les matchs assez rapides comme ça parfois, en weekly. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et puis après, c'était surtout pour introduire un match pour le Wayne Lee qu'ils vont faire là, cette Vendredi. semaine. Voilà. C'est ce vendredi. Donc ce Euh, soir, pour la sortie du podcast. voilà, bah, leur formation de Birmoni contre donc Eric Young et Bram. Donc c'était pour ça. Après, le discours de James Storm était quand même assez vrai. Ça, j'ai bien aimé ce discours, où il expliquait bien les raisons pourquoi il s'était barré. Et donc c'était pas mal. Après, ouais, on a bien vu qu'à NXT, il faisait juste les petits passages, qu'il allait pas vraiment y être à plein temps. J'étais quand même assez surpris de le revoir pour ma part. Ouais. Il avait 38 ans aussi, James Storm, donc débuter à la WWE à cet âge-là, ça me semblait quand même assez compliqué. C'est pas impossible quand même, mais Oh, là, tu sais, là, pour extrapoler juste vite fait, on voit les prochaines signatures de la NJPW, ils sont pas loin de cet âge, tout ça. Et Jeff Sage, je crois qu'il a 38 ans, hein, donc, ou pas loin en tout cas. Enfin voilà, Enfin, Nakamura aussi c'est pas la première jeunesse, Carl Anderson aussi, Gallows aussi, enfin bref, voilà. C'était pour un petit aparté quoi. voilà. Parce qu'on va pas faire non plus une partie sur AJ Styles. C'est pas notre propos sur la TNA. Donc on va passer au match des femmes, des knockouts, entre la Dollhouse qui n'est plus menée par Taryn Terrell mais par Rebel, Jade et Martivel. Et en face c'était les Beautiful People, donc pas Angelina Love puisqu'elle est enceinte, mais Madison Rayne et Velvet Sky, avec une troisième partenaire qui est Gail Kim. Je vais demander à Sébastien son avis. pas beaucoup de surprises sur la troisième personne qui ferait équipe avec les Beautiful People. À partir du moment que Angelina Love a dit que c'était quelqu'un qui était en rivalité avec la Dollhouse, ça ne pouvait être qu'elle. Donc après passer cette non-surprise, on va parler de la qualité du match. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un petit peu comme le match précédent, c'est assez rapide. À un moment donné dans le match, il y a une succession de finishes, comme ça se fait souvent dans les matchs par équipe à plusieurs. Un catcheur qui entre dans le ring porte sa prise de finition, ensuite c'est un autre qui vient, qui porte sa prise, et ainsi de suite. C'est une formule qui se répète de plus en plus actuellement dans le catch, je sais pas pourquoi, hein. C'est peut-être un effet de mode. Sinon, ouais, après le match en tant que tel m'a pas sauté aux yeux, quoi. D'ailleurs, c'est Gail Kim qui gagne, hein. Je l'ai pas précisé, mais c'est Gail Kim qui fait le tomber avant de se faire attaquer par... Bah, Bruce va le dire, tiens. Ouais, c'est la surprise effectivement quand même. Hobson Kong qui fait son retour, moi je crois qu'elle avait arrêté.
Donc pour le coup, j'ai pas compris. Et du coup, c'est la solution de remplacement Taryn Terrell. Pour le coup, ça a changé au niveau gabarit. Un petit peu, fait un même niveau attitude quand même, parce que Taryn Terrell, c'est très girly, donc c'est pas pareil que Son Kong, bien sûr. Et là, d'un coup, ça change un petit peu la complexité, parce qu'il faut avouer que sans Taryn Terrell, le groupe était un peu léger, même si les qualités de Jade et Marty Bell, moi, je trouve qu'elles ont des qualités. Rebelle quand même moins, il faut avouer qu'elle est très green forcément. Elle est catcheuse depuis très peu, donc forcément c'est pas son truc. Mais apparemment, la TNA compte sur Rebelle parce que elle était présente lors de la tournée médiatique en Inde. Oui, après il peut y avoir des progrès, ça. T'as Terrell, à un moment, là aussi, j'aurais jamais dit en fait, j'aurais jamais imaginé qu'elle lutterait aussi bien, par exemple. Donc il peut y avoir des surprises comme ça, des bonnes surprises. Hein. Mais ouais, c'est vrai que remettre Hong Kong, c'est une bonne idée quand même. Et puis quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt quelque part parce qu'ils ont du mal à se renouveler, c'est un truc de fou. Et ils vont encore repartir sur la rivalité Hong Kong et Kim qui est très bonne. Et c'est sûr quand t'as dans des matchs, et surtout pour la ceinture knockouts, parce que Gail Kim est la championne. Mais voilà, et après c'est toujours retour vers le passé parce qu'il y a encore les Beautiful People. Là, moi je sais plus en quelle année je suis, elles se reforment toujours alors que un coup elles sont en guerre, elles se reforment, elles sont en guerre, elles se reforment, c'est toujours cyclique avec elles. Et ça dure depuis des années, mine de rien, leur truc. En tout cas, au moins, ça crée un petit peu de nouveauté, quoi, un peu de renouveau, cette chose qui manquait pas mal, je pense, ce soir. Ça fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu, quoi. Awesome Kong, dans ce clan de la Dollhouse, ça peut créer une nouvelle dynamique. Donc, j'attends de voir. En tout cas, pour le moment, ça me semble une association quand même assez étrange, mais j'attends de voir. Je suis plutôt, pour une fois, je suis plutôt d'accord avec Seb. J'attends de voir. Pour l'instant, c'est vrai que ça paraît assez bizarre, mais pourquoi pas voir comment ça se développe. Oui, moi c'est surtout que j'étais déçu du départ de certaines, Brooke, Taryn Terrell, et puis je vois pas l'arrivée, c'est pour ça. J'aurais plus pensé que ça aurait été compensé par les arrivées. Es-tu vraiment déçu du départ de Brooke, hormis pour son physique, parce que ces dernières années, elle n'a pas fait grand-chose, hein, faut Ok, non, avouer. c'était plus au niveau quantitatif que qualitatif que je parlais de combler Les les trous. départs. Voilà. Voilà. Je l'ai fait une vanne très misogyne, mais je vais m'arrêter là. Donc, est-ce que vous voulez passer plutôt au début du miracle, Mike Bennett, accompagné de sa charmante et sublime femme au civil, Maria Kanellis? Bah oui, non, forcément, mais je le connais quand même beaucoup mieux que Sébastien. C'est vrai Oui. que bon, il a eu une fin à la Ring of Honor qui était assez bizarre parce qu'il était c'était lors du dernier show là de l'année Final Battle qui était à mi-décembre, il était champion par équipe et Matt Taven s'était blessé à jambe pardon, le match avait duré 3 minutes, il s'était fait défoncer Mike Bennett, c'était assez bizarre. Et il avait beaucoup progressé lors de cette année à la ROH, alors qu'avant c'était quand même très laborieux dans le ring. Il faut avouer très aidé aussi par le fait d'être accompagné par Maria qui a exactement le même personnage qu'à la Ring of Honor. Où d'entrée elle s'est posée comme la première dame, là aussi je trouve c'est pas mal. Donc j'attends de voir et ça, ma foi, pour le coup, ça apporte quelque chose de nouveau. Voilà. Sébastien, est-ce que tu es, comment dire, est-ce que tu attends beaucoup de choses de Mike Bennett? Est-ce que tu as vu les vidéos promotionnelles sur YouTube de Mike Bennett, du miracle Mike Bennett? Alors j'en ai vu deux trois ouais de ces petits clips promotionnels, ça me fait d'ailleurs beaucoup penser à Bo Dallas à la WWE. Sinon après moi je ne connais pas spécialement le catcheur, je dois avouer, hein, de nom je le connaissais. Après ses performances en tant que tel je pouvais pas vraiment dire comme je suis pas la Ring of Honor, mais je peux juger sur ce que j'ai vu, sur la première impression que j'ai. Et pour l'instant, enfin je vois pas du tout son talent in-ring, je juge juste sur ce que j'ai vu et j'ai trouvé que c'était assez moyen la présentation. Bon, t'aimes pas la couleur de son costume, c'est tout. Hein. Ouais, mais son costume déjà, il me semble déjà trop grand par rapport à sa taille déjà. Et en plus, il avait des baskets aux pieds, quoi. Donc on voyait que c'était le truc qui était fait vraiment à la va-vite. J'avais l'impression à la dernière minute. Ils ont donné un costume qui traînait et voilà, il a fait sa présentation. Et sur la présentation, en tout cas, moi, j'ai été pas spécialement impressionné, quoi. Mais j'attends quand même de voir ce qu'il est capable de faire dans le ring avant de prononcer définitivement. Après, je remarque juste tes goûts. Tu remarques toi plutôt le costume trop grand et les baskets de Mike Bennett, mais pas la petite robe de Maria, bizarrement. Hein. Ah si, je l'ai vu, t'inquiète pas.
Il faut dire que Maria était j'ai trouvé plus habillée à certaines parties de son corps à la TNA qu'elle elle ne l'était au Japon ou Ah oui, ça a à la bien Ring of Honor. évolué. Et je suis pas trop d'accord avec Sébastien au niveau du costume. Je trouvais que, au contraire, mettre un chapeau, je ne sais quoi, enfin, un chapeau très moche et des baskets avec costume, ça fait très, comment dire, ça fait un peu guignol, quoi. Et du coup, pour un personnage heal, je trouve que c'est plutôt intelligent. Après, il se dit être le miracle. Alors, est-ce qu'il faut être un guignol quand tu te dis être le miracle de la TNA? Je suis pas sûr que ce soit vraiment compatible, moi. Il me fait plutôt penser d'ailleurs enfin, toi, t'as comparé avec Bodas, mais moi, c'est plutôt au début de Ici Fuit. Après, chacun c'est. C'est déjà mieux comme référence, même si au début d'ici Free, faut avouer, là aussi, j'étais pas très chaud, mais c'est différent. Mike Bennett, voilà. Moi, j'ai un bon a priori. Comme ici Free, ben, il s'est bonifié en 2015, lui, à la RH. Donc, il, il arrive à être de bonnes bases, quand même. Et d'ailleurs, il vise tout de suite le titre poids lourd. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit au micro. Est-ce que vous pensez que dans les prochains mois qu'on pourrait voir un Mike Bennett contre Drew Galloway pour le titre ou parce que bon, comme il est heel et que ici Free il est aussi, je suppose qu'il y aura peut-être un changement de titre entre deux, mais en tout cas voir un Mike Bennett dans le main event de la TNA pour un pay-per-view ou même des shows télé. Sébastien. Ouais, ça peut arriver, hein. Rien n'est impossible. Après, voilà, comme dit, moi je le connais pas assez spécialement pour pouvoir juger, mais je me dis aussi que les shows sont enregistrés sur une salve de 4-5 jours, donc après il va falloir qu'il fasse quand même, je pense, ses preuves sur le plus long terme à la TNA. Ils vont pas le mettre au bout de 5 jours dans le main event directement. Bah, moi, je pense qu'il va quand même y arriver assez vite, enfin, assez vite, peut-être dans 3 mois, à mon avis, comme ça, allez, hop là. Rapidement, petit pronostic, il aura peut-être déjà une chance number one contender, peut-être déjà. Et cet été, je le vois franchement challenger. Voilà, je pense que ça va quand même aller assez vite avec lui. Et j'espère le voir en action par contre au pay-per-view One Night Only direct là, de ce vendredi. Je pense qu'il y a de fortes chances. Peut-être un squash, mais il y a de fortes chances. Et en plus, les anciens de la W2, généralement, montent assez vite dans la carte à la TNA. Et bon, Mike Bennett n'est pas un ancien de la W2, mais Maria en est une. Donc, on verra ce que l'avenir réserve au miracle, l'ancien prodige de la Ring of Honor, Mike Bennett. Donc, on a fini avec, on va dire, les matchs sans enjeu. On va passer au tournoi, à la fin du tournoi de la TNA, pour couronner un nouveau champion poids lourd. Donc on rappelle, hein, la TNA avait mis vacant le titre après la prise du titre par Matardi à Banflogori. D'ailleurs, ça a été expliqué dans une vidéo YouTube où il expliqué ça dans le show à Destination America, enfin bref. Et ils n'ont pas expliqué non plus le tournoi là pour leur début à Pop TV, alors que les téléspectateurs qui viennent de débarquer n'ont pas forcément compris comment ça se passait avant pour le tournoi, mais c'est pas grave, c'est la TNA. Donc des matchs des demi-finales, une première entre Matt Hardy et Eric Young, et juste avant il y avait eu Isifui qui a battu Bobby Lashley, donc la finale ça a fait Matt Hardy contre Isifui, et Isifui est redevenu champion poids lourd, comme ça l'était avant Banflogori. Donc deuxième titre mondial pour Isifui, donc la TNA repart sur le chemin, on va dire qu'ils avaient pris courant 2015. Est-ce que tu es satisfait de ce tournoi, moi aussi, et après Sébastien? Enfin, une réponse un petit peu normale, entre guillemets, comme on dit, c'est oui et non, quoi. C'est-à-dire que parfois il y a eu du classique, parfois du rapide et parfois du sympa. Donc voilà, j'ai décrit à peu près les 3 matchs. Donc maintenant, je remets les mots en face. Sympa, c'est le dernier match en fait. Le Matardi contre Isifui. Mais ça, j'en parlerai à la fin, c'est logique. Mais d'abord, Isifui contre Bobby Lashley, c'est du classique. C'est du vu et revu. Scénario, voilà, avec Tyrus qui intervient, qui distrait. Isifui qui gagne un rapide avec un roll-up en plus moyennement exécuté. J'ai l'impression que Lashley en plus il se dégage un peu avant. Enfin, je trouve que c'est pas bien réussi la fin, donc c'est assez oubliable. Et puis après, Matardi et Eric Young, bon, le quatuor déjà à la fin était logique, aucune surprise. Peut-être Drew Galloway aurait pu avoir sa place, mais bon, je trouve qu'il n'y a pas de honte à ceux qui ont eu ces 4-là à la fin. Matardi et Eric Young, c'est un match rapide qui présente pas un grand intérêt du coup à l'arrivée.
Voilà, Matardi se fait rosser de coups, déjà avant, il arrive au boitant, bon, et puis il s'impose rapidement, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. Voilà, c'est plus le main event qui est plutôt sympa, qui dure une dizaine de minutes, où c'est assez équilibré, et puis surtout, il suffit qu'il gagne hyper clean, avec un joli one percent, là, son finish, qui porte depuis la deuxième corde, je crois. C'est bien fait, donc, et surtout qu'il gagne clean. Alors ça, je trouve que c'est une révolution dans son personnage, parce que ça faisait bien longtemps en tout cas. C'est même une révolution à la TNA, hein, parce qu'un heel qui gagne clean à la TNA, C'est vrai, il se force souvent à le faire, ouais, c'est vrai. Donc là, c'est vraiment bien pour lui en tout cas. Et bon, finalement, ça montre qu'ils avaient vraiment pas le projet de lui faire perdre la ceinture à Bound for Glory. Hein. Déjà, il avait pas pris de tombée ni à soumission, et puis tac, en suivant, il gagne le tournoi, mine de rien. Donc finalement, c'est comme s'il avait jamais perdu le titre. Pour moi, le premier match EC3 contre Lashley, c'est presque une rediffusion du premier match qu'ils avaient eu dans ce tournoi parce qu'ils se sont déjà affrontés dans la phase de groupe et la fin de match était extrêmement similaire avec Tyrus qui distrait Lashley et EC3 qui remporte par roll-up. Donc ils sont vraiment pas cassés la tête, les officiels, ils ont vraiment fait un copier-coller de ce match-là. Et ça m'a beaucoup déçu de ce côté-là. Après le Eric Young contre Matt Hardy a un peu plus ils ont un peu plus creusé, quoi. Il y a eu un peu plus de construction de match, notamment par exemple, je pense au, euh, au pile driver à l'extérieur du ring, où ils ont enlevé les protections d'ailleurs, prise assez dangereuse, et qui a quand même assez bien marqué, je pense, et également vous aussi, j'imagine. Après, sinon le main event, moi ça m'a vraiment surpris. J'étais vraiment persuadé que Matt Hardy repartirait avec la ceinture ce soir-là. Il y a vraiment tout qui a été fait pour que ce soit le cas, notamment le premier segment où il se fait attaquer. Ensuite, tu as des segments dans les vestiaires où tu le vois avec sa femme, son enfant, un petit peu comme Bound for Glory finalement, et ça avait culminé sur la victoire de Matt Hardy. Et je pense aussi au fait que ce EC3 est encore invaincu et que ça aurait pu faire un très bon moment de voir sa première défaite pour le premier show sur Pop TV. Ça aurait donné une grosse importance à ce premier show et finalement ça a été vraiment une grosse surprise de voir que EC3 repart avec la ceinture et comme Bosti l'a dit de manière clean en plus. Donc alors je suis pas du tout déçu parce que je suis quand même assez fan du catcheur, mais c'est une vraie surprise pour moi quand même. est-ce que vous voyez pour les prochains épisodes d'Impact, alors on n'a pas regardé les spoilers, un possible, enfin quel serait pour vous le plus crédible des challengers pour EC3? On va commencer par Seb. Le plus crédible challenger, peut-être. Ouais, Matt Hardy, ça m'étonnerait maintenant. Je pense qu'ils sont arrivés au bout de course avec lui. Après, il y a Lashley qui reste forcément un challenger crédible à tout moment. Hein. C'est quand même un des challengers les plus imposants, je pense, actuellement. Kurt Angle, ça a déjà été fait. Ouais, Drew Galloway, éventuellement. Ouais. Même s'il a déjà eu sa chance à Bound for Glory. Je sais qu'il y a aussi une tournée au UK à la fin du mois, donc peut-être à ce moment-là. Yeah, UK, yeah. Au Royaume-Uni. Donc oui. Bah, c'est vrai que je serais un peu comme ça, il n'y a pas grand choix non plus, je dirais, dans le main event. Qu'est-ce qu'il y a? Jeff Hardy. Ça a été déjà beaucoup fait. Ouais, je serais plutôt tenté de dire pareil, Drew Galloway. Voilà. Kurt Angle, il est quand même dans une tournée de revoir. Donc ça, c'est pas possible. Donc à moins qu'il y ait un gars qui revienne, Mike Bennett, c'est vraiment pas pour tout de suite de toute façon, et c'est pas le même genre, c'est exactement un petit peu le même genre de personnage heal, donc enfin c'est un heal quoi, donc du coup ils vont pas se faire s'affronter, ça c'est garanti. Donc à moins de retour derrière les fagots, ça va être du classique, hein. Voilà, du déjà vu et revu. Ça donne envie tout ça. Non, mais on sait jamais. Après, s'ils trouvent de nouvelles solutions, voilà, on attend de voir. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais comme ils ont recommencé sur la même base qu'ils avaient fini l'année, du coup, je ne sais plus moi. Je ne sais plus si vraiment je peux m'attendre à quelque chose. D'habitude, quand ils débarquent sur une nouvelle télé, une nouvelle année, ils ont tendance à vouloir révolutionner un petit peu les choses. On a déjà vu par le passé, parfois un peu trop. Je me rappelle notamment la fameuse arrivée d'Hogan, bien sûr, et Bischoff. Ça, c'était l'extrême. Mais là, pour le coup, non, ils sont vraiment repartis sur des bases. Voilà, il y a juste les débuts de Mike Bennett, mais qui va pas tout de suite aller concurrencer Sifli, bien sûr.
Et puis Mike Bennett, sa popularité est assez relative, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus une grande star du cirque indépendant, ça c'est certain. C'est plus Maria qui est une grande star. Donc non, voilà, c'est pour l'instant c'est du neuf avec du vieux qui font la TNA. Donc voilà, James Storm peut-être, j'en sais rien, un truc comme ça. Donc Voilà. je propose pas de mettre une note, puisque c'est pas un pay-per-view, c'est un show télé, c'est un peu compliqué de mettre une note sur un show de 1h30 où il y a que des matchs de 5 ou 10 minutes. Donc propose plutôt de vous poser la question, est-ce que ce show vous a donné envie de regarder les prochains épisodes d'Impact? Ou enfin en tout cas de suivre plus, comment dire, de manière plus assidue la TNA que vous l'avez fait en 2015 sur Destination America. Je pose la question à Brucey parce que entre vous deux, c'est celui qui a moins suivi la TNA en 2015. Ouais, bah forcément que j'ai un petit peu plus la suivre qu'en fin d'année, ça c'est garanti. Mais voilà, je vais regarder le prochain show. J'espère qu'ils vont pas faire un petit peu le même contenu. J'espère voir un petit peu de nouveauté et en haut aussi quand même. Ça sera embêtant hein, pour Sifli qu'il ait pas de nouvelle concurrence hein, quand même. Et il les a tellement tous affrontés que j'aimerais bien qu'il affronte quelqu'un de différent. J'ai quasiment tout connu à la TNA, des époques très très noires, par exemple 2010, hein, pour le citer qu'elle. Mais donc je pense que je suis assez rodé sur le produit et que je vais pas lâcher comme ça la TNA. Et après, si je me mets à la place de quelqu'un qui veut redonner sa chance et qui a regardé ce show-là sur Pop TV, je suis pas sûr que je serais forcément resté, parce que finalement il y a rien de bien nouveau. On reste dans une certaine continuité, donc il n'y a pas de révolution qui me ferait continuer à suivre. Mais bon, de mon point de vue personnel, je vais continuer à suivre ça, tout en ayant quand même un œil critique. Hein. Je suis pas là pour encenser tout ce qui se passe, et s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je le dirai, mais je pense regarder quand même. Je vais donner mon avis personnel, j'ai l'impression en fait que la TNA, comme vous l'avez dit, est partie sur la même base que l'an dernier. Et l'an dernier, ça a pas marché en fait. Et du coup, je me demande pourquoi la TNA veut faire veut toujours faire un produit bis en fait de la WWE. Pour moi, c'est l'inverse qu'il faudrait faire en fait pour se différencier d'eux et trouver un nouveau marché quoi. Ouais, parce que juste pour revenir à la magnifique interview, surtout je parle très bien anglais là de Rob Conway, moi j'avais retenu quand même quelque chose de bien qu'il avait dit, enfin quelque chose parmi pas mal de choses bien qu'il a dit, mais justement à ce sujet, il n'avait pas cité la TNA, mais il avait dit que la WWE, eux, ils se revendiquent évidemment en divertissement sportif, alors que l'essentiel, les autres, ils font vraiment du catch. Et sauf que ouais, en effet, la TNA veut trop faire comme la WWE, alors que il y a une année ou deux là, en 2012 notamment, ils étaient beaucoup plus centrés sur le produit catch et ça avait mieux réussi. Dans le contenu, j'avais beaucoup mieux aimé. Par exemple, cette année-là, il y a un match était plus long. Et je trouve, ouais, c'est vrai que c'est dommage quand même. Les segments, faut les garder, ça c'est sûr, quand même parfois, mais en abuser comme ils en ont abusé en 2015. Et ouais, non, il faut qu'ils réduisent et vraiment qu'ils se mettent sur un niveau sportif. Il n'y a qu'à voir Seb a bien aimé par exemple la fin d'année avec les séries pour le tournoi. Voilà, je dis pas qu'il doit faire des tournois tout le temps, C'est la meilleure période de l'année. Ouais. mais tenter des trucs un peu plus sportifs entre guillemets, voilà. Rob Conway avait pas vraiment dit plus que les autres sont tournés vers le catch, mais que les fans voulaient un retour plus du catch en fait. Et que c'est vrai Oui, que et que du coup, il se dirigeait vers les autres fédés. et Voilà. c'est vrai que quand par exemple on regarde la popularité d'un show comme Lucha Underground, qui est pas forcément beaucoup regardé parce que c'est une petite chaîne, LRA Network, et même forcément la TNA quand ça a marché, c'est que parce qu'elle se différenciait avec les knockouts, où à l'époque il y avait à deux les divas c'était pas vraiment du catch, c'était plus des soutifs et des culottes, et à la TNA c'était des vrais matchs pour les femmes, et aussi la division X Division qui était une sorte de renaissance des poids légers de la WCW, et ça marchait vraiment bien, et là c'était plus catch, et c'est vrai que ça marchait mieux. Et du coup, oui, mais la TNA apparemment a pas vraiment changé de produit, c'est ça un peu le problème. Alors que par exemple, quand elle avait qu'elle s'était tournée vers le catch, par exemple en 2012, je me souviens qu'en 2012, la victoire de Austin Aries pour le titre poids lourd contre Bobby Roode, ça avait pas mal passionné. Alors qu'en 2012, il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens à la TNA, mais en plus que maintenant, mais enfin, il y avait, comment dire, les fans suivaient plus l'actualité et étaient plus enclins à regarder Impact qu'en 2015, quoi.
Ben, je peux qu'être d'accord, c'était ce que je pensais aussi. Donc voilà, Seb, t'es plus... Ah ouais, si on prend l'exemple de NXT par exemple, qui est un produit ultra basique, c'est vraiment, il n'y a pas de folie dans la storyline, c'est vraiment purement axé sur le catch et c'est vraiment encensé de partout par les fans. Donc c'est faire une pareil, approche similaire, ça aurait été pas mal. je te dirais l'NJPW c'est hyper international et t'as pas un pet de segment. Hein. Donc Ah voilà, donc c'est des alternatives, ouais. Il faudrait tenter sa chance là-dessus, je pense, plutôt que de copier, ouais. ou plus faire comme les ROH. Les ROH, ils ont un show weekly où ils font un petit peu une par segment, où ils privilégient toujours beaucoup les matchs, mais voilà, ils devraient plus aller vers ce que fait un peu les ROH. Mais par contre, les pay-per-view de la RH, c'est que du catch, quoi. Il y a que des matchs. Oui, voilà, ben, quand ils font le pay-per-view, la TNA, fin des shows, qu'ils fassent vraiment que du catch aussi, parce que c'est vrai que par le passé, on a râlé, enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup râlé de voir dans des shows qui disaient spécial, de balancer des segments. Moi, je voyais pas leur place, je voulais voir que des matchs quand c'est un show spécial. Voilà. Et puis c'est vrai qu'en 2015, la TNA, il n'y a pas eu beaucoup de pay-per-view, mais quand il y en avait, enfin, la pub n'était pas forcément bien faite là-dessus, et les autres, c'était des One Night Only qu'on savait même pas quand c'était diffusé. Donc là, on sait qu'il y en a un vendredi, mais pour le reste de l'année, on verra, quoi. D'ailleurs, on fera pas d'Impact Wrestling sur ce One Night Only, hein. On fait un Impact Wrestling là en ce début d'année, le prochain, on sait pas quand il aura lieu, mais je pense que l'intérêt de ce One Night Only est assez limité, donc il n'y aura pas de podcast sur ce show. Non, pas d'enjeu, c'est sûr, comme d'habitude, malheureusement, dans les One Night Only. Juste pour finir sur une note positive, en tout cas, à mon analyse, oh, il y a quand même du potentiel, des catcheurs qui peuvent se révéler encore un peu plus, comme ici Free, enfin, qui peuvent suivre cet exemple. Oh, ils peuvent toujours essayer de solliciter d'autres comme Bennett. Voilà, bon. Le problème de la TNA, c'est qu'ils se sont un peu cognés au niveau de leur réputation, donc C'est ça, hein. Il faut se défaire de Après, cette réputation, mais ça va leur coller derrière, hein. moi j'espère qu'ils vont pas s'enliser à hip-hop, c'est surtout le problème. ils avaient réussi à choper Kenny King à une époque à la Ring of Honor, mais vu comment ils ont utilisé Kenny King par la suite, Ah ouais, d'ailleurs Kenny King qui est bien retourné à Ring of Honor, hein. ouais. Tellement ça a bien marché la TNA. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette Impact Wrestlers. On va rappeler les prochains podcasts. Donc il y aura forcément le direct du Royal Rumble le lendemain du show. Donc ça sera le 25 janvier, donc à 22h30 comme d'habitude. La semaine d'avant, il y aura le vintage. Vintage Wrestlers, donc review du Royal Rumble de l'année 2007, avec le fameux John Cena Umaga en Last Man Standing, et la victoire de, vous avez quoi vous en rappeler dans le Royal Rumble match. Moi je m'en souviens, on va voir si vous vous en souvenez. Et il y aura aussi un CMSTP bilan de l'année 2015 pour NXT qui sortira le lundi qui suit ce Impact Wrestlers, donc le lundi 11 janvier. Donc pour les prochains podcasts, c'est tout, je pense, pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est le programme qui est prévu et je pense que ça sera tout. Vous pouvez écouter l'interview qui est sortie cette semaine d'ailleurs, de Rob Conway, ancien champion par équipe de la Judo. C'est en anglais l'interview, mais c'est sous-titré forcément en français. Dans les derniers podcasts sortis, il y a aussi le bilan qu'on a fait sur l'année 2015 à la WWE, avec la consécration de Roman Reigns, l'année fantastique de Seth Rollins. Donc il y a plein d'autres interviews aussi à côté. Récemment, on a fait Tristan Archer. Il y a plein d'autres interviews aussi qui sont en préparation. En tout cas, Seb travaille d'arrache-pied pour vous trouver. Je passe tout mon temps libre. Oui, à tel point qu'il part en vacances. Donc j'ai fait le tour des podcasts. Je rappelle que vous pouvez forcément commenter ce Impact Wrestlers dans les commentaires de YouTube ou commenter sur les réseaux sociaux. Donc forcément, on a une page Facebook que vous pouvez rejoindre. Wrestlers Radio par en catch et sur Twitter @Wrestlers Radio. Donc messieurs, merci d'être venus pour cette Impact Wrestlers. Je vous dis à la prochaine pour le Vintage si vous êtes là ou pour le Royal Rumble. Et oui, vous m'écouterez à tous les podcasts qui ont été annoncés. Mais en français, Nelson. Heureusement. Ça sera mieux. Donc à bientôt et on vous dit à la prochaine. Ah, ciao. Salut! Oh, El King Baka! Oh, El King Baka! Si comme Charmel, tu aimes Wrestle Radio, alors abonne-toi, n'hésite pas.